Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode des Idoles du passé, concept où nous ressuscitons littéralement les morts, les figures les plus emblématiques de l'humanité, pour qu'elles nous en apprennent davantage sur leur vie et pour que l'on connaisse leur avis sur notre société actuelle, sur nos coutumes modernes. Dans cet épisode, on reçoit Jean-Baptiste Colbert, un des ministres les plus influents du XVIIe siècle et notamment du roi Louis XIV. Et on va tout de suite commencer sans plus tarder. Eh bien bonjour Jean-Baptiste Colbert, est-ce que tu peux te présenter ? Bonjour, je suis Jean-Baptiste Colbert. Je suis né le 29 août 1619 à Reims et j'ai rendu mon dernier souffle le 6 septembre 1683 à Paris. J'ai servi le roi Louis XIV en tant que contrôleur général des finances et secrétaire d'État à la marine. J'ai contribué à la centralisation du gouvernement français, j'ai instauré des politiques mercantilistes et joué un rôle significatif dans le développement du commerce et de la marine française. Mon travail a permis à la France de s'établir comme une puissance majeure en Europe. Concrètement, c'était quoi ton quotidien en tant que contrôleur général des finances ? Ma principale responsabilité était de superviser la collecte et l'administration des fonds publics. Mon travail consistait à examiner de près les dépenses de l'État, à chercher à les réduire quand cela était possible, et à faire en sorte que l'argent soit utilisé de la manière la plus efficace possible. Je devais veiller à ce que les impôts soient collectés de manière équitable et efficace. Cela signifiait superviser une vaste bureaucratie de fonctionnaires et s'assurer que les lois fiscales étaient correctement appliquées. J'étais également chargé d'identifier et de développer de nouvelles sources de revenus pour le royaume. Cela pouvait inclure la promotion de nouvelles industries, la réglementation du commerce extérieur ou l'amélioration de l'infrastructure du transport. L'un des exemples les plus marquants de ma politique industrielle a été la création de la manufacture royale des Gobelins, qui est devenue l'une des plus grandes et des plus célèbres fabriques de tapisserie du monde. Au-delà de cela, j'ai eu à participer à diverses autres activités gouvernementales, car Louis XIV m'a accordé un grand pouvoir et une grande confiance. J'ai ainsi joué un rôle clé dans la mise en place de réformes dans l'administration publique, l'éducation, les arts et la marine. Quand est-ce que tu as rencontré le roi Louis XIV pour la première fois ? J'ai rencontré Louis XIV pour la première fois en 1651, quand il n'était encore qu'un jeune roi. À cette époque, j'étais déjà à son service, ayant été nommé intendant des finances en 1648. Mon dévouement et mon travail acharné pour rétablir les finances du royaume ont été rapidement reconnus et appréciés par le jeune roi. C'était quoi ta relation avec Louis XIV ? Est-ce que vous étiez proches ? Est-ce qu'il y avait de la distance ? Je sais pas en fait, comment ça se passait ? J'ai entretenu une relation très proche avec Louis XIV. En fait, notre collaboration a été l'une des plus importantes de l'histoire de la France. J'ai eu le privilège de servir Louis XIV pendant plus de 20 ans et pendant cette période, j'ai été son ministre le plus influent. Notre relation était fondée sur le respect mutuel. Louis XIV appréciait mon dévouement, mon intégrité et mon efficacité dans la gestion des affaires de l'État. Il m'accordait une grande confiance, me déléguant une large part de son pouvoir et me soutenant dans la mise en œuvre de mes politiques. De mon côté, j'étais profondément loyal envers le roi. J'étais déterminé à mettre en œuvre sa vision de la gloire de la France, que ce soit en développant son économie ou en améliorant ses institutions. Cependant, notre relation n'a pas été sans tension. Louis XIV avait une personnalité forte et un désir de contrôler directement les affaires de l'État. De plus, il y avait toujours des rivalités à la cour avec d'autres ministres et courtisans, cherchant à influencer le roi. En somme, malgré les défis, notre relation a été l'un des partenariats les plus productifs et les plus durables de l'histoire de la France et a eu un impact profond sur le pays. Petite curiosité, outre l'aspect professionnel, au vu de la proximité de votre relation, est-ce que tu as eu des moments presque amicaux avec lui, des moments où tu as pu le voir en fait, où tu as pu voir le roi dans un contexte beaucoup moins solennel ? Il convient de noter que même dans les moments moins formels et loin des affaires d'État, il existait toujours une certaine distance, une séparation claire entre le roi et les sujets, y compris moi-même. Le protocole et le respect est essentiel à la cour de Louis XIV. Il y a eu des moments, cependant, où nous avons peu discuté de manière plus informelle, par exemple lors des repas ou des promenades dans les jardins de Versailles. Louis XIV était un grand amateur d'art et de musique, et nous avons parfois partagé des discussions sur ces sujets. Toutefois, même si ces moments étaient moins formels, ils ne devaient pas être confondus avec une véritable camaraderie ou une égalité entre amis. Il y avait toujours une reconnaissance claire du fait que Louis XIV était le roi, et que tous ceux qui l'entouraient, y compris moi, étaient ses sujets. La cour était un lieu de subtilité et de nuances, où le pouvoir et le rang déterminaient tous les aspects de la vie, même les plus personnels. Alors oui, j'ai eu des moments plus personnels avec Louis XIV, mais ils étaient toujours teintés par la réalité de notre relation roi-ministre. Alors du coup, j'imagine qu'il ne s'est jamais bourré la gueule en public. Je peux affirmer que le roi ne se laissait jamais aller à l'excès d'alcool en public.
La vie à la cour du roi Soleil était régie par l'étiquette et la sobriété. Le roi, conscient de son image et de sa position, maintenait une apparence de dignité et de contrôle à tout moment. Cela ne veut pas dire qu'il ne savourait pas un bon vin de temps en temps, mais toujours avec modération. Louis XIV avait une vision très claire de ce que signifiait être roi, et cela incluait le maintien d'une image de maîtrise de soi en toutes circonstances. Il n'aurait jamais voulu que ses sujets, ou même ses plus proches conseillers, le voient dans un état d'ébriété. Plus sérieusement, avant que tu n'occupes le poste principal du Conseil royal des finances, il y avait un certain Nicolas Fouquet, qui était surintendant des finances. Celui-ci est arrêté, il est démis de ses fonctions, peu après une fête à Vaux-le-Vicomte, dans sa demeure, et il est soupçonné de détournement de fonds publics. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette affaire qui a attisé pas mal les foules durant cette période? Nicolas Fouquet était surintendant des finances avant moi, et son cas était l'un des plus controversés de l'époque. Il avait accumulé une richesse considérable, ce qui a suscité des soupçons de malversation financière. C'était une époque où la frontière entre les finances personnelles et publiques était souvent floue, ce qui n'aidait pas à la clarté de la situation. J'ai été directement impliqué dans l'enquête sur Fouquet à la demande de Louis XIV. Le roi était mécontent de la façon dont Fouquet gérait les finances de l'État et, à mon avis, il se sentait également intimidé par la richesse et l'influence de Fouquet. Le faste de sa résidence à Vaux-le-Vicomte, par exemple, a largement dépassé ce que même le roi avait à Versailles à l'époque. Après une enquête approfondie, Fouquet a été arrêté et jugé pour détournement de fonds publics. Le procès a duré 3 ans et aboutit à la condamnation de Fouquet à la prison à vie. Beaucoup ont critiqué ce procès comme une parodie de justice et ont soutenu que Fouquet était en fait victime d'une machination politique. Cependant, à mon avis, bien que le procès ait pu être politiquement motivé, les preuves de la malversation financière de Fouquet étaient réelles et sérieuses. Je tiens à préciser que mon rôle en tant que successeur de Fouquet n'a pas influencé mon jugement sur cette affaire. J'ai toujours agi dans le meilleur intérêt du royaume et du roi. Il y a certaines personnes qui pensent que Fouquet a surtout été victime d'un complot orchestré par le roi, par jalousie. Quel est ton avis là-dessus? Il est vrai que cette interprétation de l'affaire Fouquet a circulé et continue de le faire. Il est certain que la jalousie du roi a joué un rôle dans l'affaire. La démesure de la fête organisée par Fouquet à Vaux-le-Vicomte, qui surpassait en faste tout ce que le roi avait pu voir et faire, a été une provocation directe. La richesse ostentatoire de Fouquet a pu être interprétée par Louis XIV comme une menace pour son pouvoir, surtout à un moment où il cherchait à renforcer l'autorité de la monarchie. Je pense que Louis XIV a utilisé cette occasion pour faire un exemple, pour montrer qu'aucun sujet, aussi riche ou influent soit-il, ne pouvait défier l'autorité du roi. Cependant, il serait faux de dire que Fouquet était innocent des charges retenues contre lui. Son procès a révélé de nombreuses irrégularités dans sa gestion des finances publiques. Certes, le procès a été mené de manière à garantir sa condamnation, et il est possible que sans la jalousie du roi, ces problèmes auraient été traités différemment. Mais il n'en reste pas moins que Fouquet a bien commis les actes dont il était accusé. C'est une affaire complexe qui mêle politique, jalousie et justice, et elle a certainement contribué à façonner la perception de la cour de Louis XIV et de mon propre rôle en tant que contrôleur des finances. C'était comment la vie à la cour de Versailles? La vie à la cour de Versailles était une danse délicate de rituels et d'étiquettes. Chaque jour était ponctué de moments de cérémonie, de fête, mais aussi de travail, tout cela dans un cadre somptueux. Le palais de Versailles était un véritable univers, vivant au rythme des saisons et des humeurs du roi. La vie quotidienne à la cour était régulée par une série de rituels appelés les levées du roi. Les courtisans se pressaient pour assister au lever, au repas et au coucher du roi. Des occasions précieuses pour gagner les faveurs du roi et pour se faire voir. En ce qui concerne mon rôle, j'avais une place privilégiée. En tant que ministre de Louis XIV, j'étais impliqué dans tous les aspects de la vie à Versailles, des plus banals aux plus stratégiques. Je conseillais le roi sur les affaires de l'État, je m'occupais des finances du royaume et je supervisais les grands travaux. Mais la cour de Versailles n'était pas seulement un lieu de travail, c'était aussi un lieu de divertissement. Les bals, les pièces de théâtre, les concerts, les chasses, les promenades, tout cela faisait partie de notre quotidien. Nous vivions dans un monde de splendeur et de luxe, mais aussi de rivalité et d'intrigue. J'ajouterai que malgré toute cette magnificence, Versailles avait aussi les inconvénients. La vie était souvent inconfortable avec des appartements mal chauffés l'hiver et des problèmes d'hygiène. De plus, être constamment sous le regard du roi et des autres courtisans pouvait être étouffant. Cependant, malgré ces difficultés, vivre à Versailles était considéré comme un privilège, et nombreux étaient ceux qui aspiraient à faire partie de cette cour étincelante. Alors attends, mais concrètement, ça veut dire que le roi se réveille devant une foule de courtisans. Est-ce qu'ils se parlent à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est gênant, non? Effectivement, le rituel du lever de roi était un moment où un groupe restreint de courtisans, choisis en fonction de leur rang et de leur proximité avec leur roi,
assistait à son réveil, à sa toilette et à sa mise en tenue pour la journée. C'était un moment de grande intimité, mais dans le contexte de la cour de Versailles, c'était aussi un moment de politique. Pendant le lever, il était possible pour ces courtisans privilégiés de converser brièvement avec le roi, de lui présenter des requêtes ou simplement de se montrer en sa présence, ce qui était en soi un signe de faveur. Pour le roi, c'était à la fois une occasion d'affirmer son statut et de recueillir des informations, des nouvelles et des potins. Louis XIV avait conçu ces rituels pour renforcer son autorité et sa centralité dans la vie de la cour. Il était tout à fait conscient de la performance qu'il mettait en scène chaque jour. Cela pouvait certainement être vu comme oppressant, mais c'était aussi un moyen pour lui de contrôler la noblesse, de les garder près de lui et sous sa surveillance. Pour Louis, c'était une manière d'affirmer son pouvoir et de garantir la loyauté de ses sujets les plus influents. On a souvent des... Bon, il y a des portraits qui existent, évidemment, des peintures, mais il était comment, vraiment, physiquement, Louis XIV? Je trouve que ça peut être intéressant que les gens se rendent compte, en termes de taille, en termes de prestance, de visage, de manière de marcher, j'en sais rien, sur toutes ces choses-là. Comment est-ce qu'il se comportait physiquement, quoi il ressemblait? Lorsque je me remémore Sa Majesté Louis XIV, le roi mesurait environ 1,84 m, ce qui était assez grand pour l'époque, ses talons ajoutaient à cette stature imposante. Son visage était allongé, avec des traits fins et réguliers, il possédait des yeux bleus et profonds, un regard souvent chaleureux mais qui pouvait devenir très sérieux lorsqu'il le souhaitait. Ses sourcils étaient distinctifs, bien dessinés et légèrement arqués. Il avait de beaux cheveux bouclés, bruns dans sa jeunesse, cependant il les a perdus relativement jeunes, vers 20 ans, à cause d'une maladie. Pour contrer cela, il a popularisé la mode des perruques. Il en portait généralement des grises ou blanches, longues et bouclées. Il était toujours vêtu de façon impeccable. Il affectionnait les vêtements riches, ornés d'or et d'argent. Sa garde-robe était complétée par de la dentelle au cou et aux poignets, des capes et des chapeaux décorés d'une ou plusieurs plumes, ses chaussures à talons, souvent ornées de rubans, ajoutaient à son allure. Sa Majesté se déplaçait avec grâce, d'une manière assurée et élégante. C'était un danseur exceptionnel, ce qui se reflétait dans sa démarche. Il avait généralement une bonne santé, bien que par moments, il souffrait de divers maux. Je savais par exemple que sa dentition lui causait quelques désagréments. Dans sa présence, on ressentait tout de suite l'autorité et le charisme qui émanaient de lui. Il était sans aucun doute le cœur et l'âme de notre nation. Versailles, c'est l'un des plus beaux châteaux de France, des plus beaux châteaux du monde. Ça a coûté combien, la construction de Versailles? Bien que les chiffres exacts soient difficiles à établir avec précision, on estime que la construction et l'entretien de Versailles ont coûté au royaume entre 100 et 300 millions de livres tournois sur l'ensemble du règne de Louis XIV. Ce chiffre englobe la construction du château, des jardins, des dépendances et l'achat des œuvres d'art, entre autres. Dans votre économie actuelle, cela tournerait autour du milliard d'euros. C'était quoi un peu les potins dans la cour de Versailles? Tu te souviens de certains d'entre eux, des histoires qui circulaient majoritairement ou qui ont circulé? Ah, la cour de Versailles était un véritable nid de rumeurs, de scandales et de secrets. Bien sûr, je me concentrais principalement sur mes responsabilités, mais il était difficile d'ignorer certains des bavardages les plus persistants. Voici quelques-uns que je me souviens. Les affaires du roi. Louis XIV a eu plusieurs maîtresses officielles et de nombreuses autres moins officielles. Sa liaison avec Madame de Montespan a été particulièrement commentée, car elle a duré de nombreuses années et a donné naissance à plusieurs enfants illégitimes. L'affaire des poisons. Vers la fin des années 1670, un scandale a éclaté concernant plusieurs personnes de la haute société, dont certaines proches du roi, accusées d'avoir eu recours à d'autres poisons, à la magie noire, méthode interdite pour avancer leur agenda. Madame de Montespan elle-même a été soupçonnée à un moment, même si rien n'a été prouvé. Les jalousies et rivalités. La cour était un lieu de compétition constante pour gagner les faveurs du roi. Des rumeurs couraient régulièrement sur les manigances de tel ou tel courtisan pour dénigrer un rival ou gagner en influence. L'influence de l'Église. L'Église avait une grande influence de la cour et les décisions du roi concernant la religion étaient souvent discutées. La révocation de l'édit de Nantes, par exemple, a été source de nombreuses discussions et de beaucoup de mécontentement parmi ceux qui étaient plus tolérants en matière religieuse. La vie des dauphins, tout comme leur père. Les dauphins et dauphines de France avaient leur propre drame, amour et scandales qui étaient abondamment commentés par les courtisans. Ces potins étaient souvent utilisés à des fins politiques pour gagner en influence ou discréditer un rival. La vie à la cour était un jeu complexe de diplomatie, d'alliance et parfois de trahison. Est-ce que tu as connu la guerre? Oui, durant ma vie, la France a été impliquée dans plusieurs conflits majeurs. Louis XIV, désireux d'étendre l'influence et le territoire de la France, a engagé le pays dans de nombreuses guerres. J'ai connu par exemple la guerre de dévolution, la guerre de Hollande, la guerre de la Ligue d'Augsbourg. Je ne me battais pas directement, mon rôle principal en tant que ministre était de m'assurer que le royaume avait les ressources nécessaires pour soutenir ses efforts militaires, ce qui signifiait souvent
augmenter les impôts et mettre en œuvre des réformes économiques. Les guerres ont eu un impact significatif sur les finances de la France et c'était l'un de mes principaux défis que de les gérer. Bon, alors, je sais pas si les gens sont informés de ça. Moi, je sais que j'ai toujours un petit trou, en fait, dans cette période de l'histoire sur les armements. On imagine bien le Moyen-Âge avec les épées, avec les boucliers, on conçoit bien, on l'a bien dans la tête. Et on imagine bien l'époque napoléonienne avec les fusils. Mais il y a cet entre-deux, où notamment Louis XIV, notamment Louis XV, tout cela, où c'est un peu flou. Et quel était l'armement? Comment étaient organisées les armées? À l'époque de Louis XIV, l'armée française a vu de nombreuses innovations et évolutions en matière d'armement et de tactique militaire. Il y avait des mousquets au chargement très lent, de la cavalerie avec des carabines ou de lourds sabres, de petites grenades et des canons dans lesquels Louis XIV a particulièrement investi, notamment grâce à Sébastien, le prestre de Vauban, l'un des plus grands ingénieurs militaires de l'époque. Mais à côté de ces armes, il y avait encore des piques sur les champs de bataille et de nombreuses dagues et baïonnettes. Les tactiques de bataille de cette période reflétaient la combinaison d'armes à feu et d'armes blanches, nécessitant une coordination étroite entre différentes unités de l'armée pour être efficace. Bon, aujourd'hui on est en 2023, en tant que gestionnaire de renom de Louis XIV, qu'est-ce que tu penses de notre époque? Bien sûr, 2023 est à des années-lumière de mon époque. À première vue, je suis ébahi par vos avancées technologiques. L'idée de pouvoir communiquer instantanément avec quelqu'un à l'autre bout du monde est à peine concevable pour moi. Dans mon temps, une simple lettre pouvait prendre des semaines à arriver, si elle arrivait. Je note aussi des changements significatifs dans la structure sociale. J'ai entendu parler de cette notion d'égalité que vous chérissez tant aujourd'hui. Bien sûr, l'idée d'égalité a ses mérites, mais je me demande si cela fonctionne réellement dans la pratique. Dans mon temps, la hiérarchie et l'ordre étaient clairs, et ils apportaient une certaine stabilité à notre société. Chaque classe avait son rôle, et cela semblait bien fonctionner pour nous. Votre époque semble également être en proie à de grands défis, comme ce changement climatique. Bien que nous ayons eu nos propres défis, je ne peux m'empêcher de penser que les enjeux sont beaucoup plus grands pour vous. Cependant, je suis convaincu que Sa Majesté aurait perçu cela comme une nouvelle guerre à mener. Son désir de grandeur et de gloire pour la France l'aurait poussé à rassembler les meilleurs esprits et ressources pour trouver des solutions et garantir un avenir sûr et prospère pour son royaume. En fin de compte, bien que le monde ait changé de manière spectaculaire, il semble que certaines choses restent constantes. Les ambitions, les intrigues, les désirs de pouvoir et de richesse sont toujours aussi présents. Vous avez des outils plus puissants à votre disposition, mais je me demande si la nature humaine elle-même a vraiment changé. Je vais te poser des questions sur plusieurs choses de notre époque, tu vas me dire à chaque fois ce que t'en penses. Qu'est-ce que tu penses de l'Union européenne? L'idée d'une union de nations, travaillant de concert pour le bien-être de leurs citoyens, m'apparaît comme une initiative admirable. Dans mon temps, les nations européennes étaient souvent en conflit les unes avec les autres pour des questions de territoire, de religion ou de pouvoir. Une telle union aurait pu éviter bien des guerres et des souffrances. Cependant, la gestion d'une telle entité doit être complexe. Comment concilier les intérêts de pays aux cultures, aux économies et aux histoires si différentes? Comment garantir que chaque pays y trouve son compte, sans se sentir lésé? La centralisation du pouvoir, même dans un système où les États conservent une certaine souveraineté, n'est pas sans risque. Louis XIV lui-même le savait, centraliser le pouvoir nécessite une gestion habile pour éviter les frustrations et les tensions. En fin de compte, si l'Union européenne parvient à maintenir la paix, à favoriser la prospérité économique et à respecter les droits et les cultures de chaque nation membre, alors elle sera, à mon sens, une réussite. Mais si elle est perçue comme une source d'inégalité, d'injustice ou de contraintes excessives, alors sa pérennité pourrait être mise en question. Qu'est-ce que tu penses de la mondialisation? La mondialisation que vous évoquez, à première vue, me semble être un double tranchant. D'un côté, elle offre aux nations la possibilité d'accéder à une multitude de biens, de services et de connaissances. Elle pourrait, théoriquement, ouvrir la voie à un enrichissement mutuel des peuples par le biais des échanges. Cependant, d'après ce que je comprends, la manière dont cette mondialisation est mise en œuvre semble avoir déplacé l'équilibre du pouvoir économique, privilégiant les pays à faible coût de production au détriment des nations industrielles, historiques. De plus, l'importation massive de produits étrangers à moindre coût peut affaiblir l'industrie nationale, mettant en péril l'emploi et l'économie d'un pays. Cela ressemble à ce que j'ai observé à mon époque avec certains produits étrangers inondant le marché français. Je fus en effet un fervent défenseur de la promotion de l'industrie française. J'ai notamment fait émerger la manufacture des Gobelins. J'ai toujours cru en la nécessité de protéger et de renforcer notre économie, non seulement pour garantir la prospérité, mais aussi pour assurer notre indépendance et notre sécurité. Protéger et soutenir nos artisans, nos ouvriers et nos industries est essentiel pour maintenir notre identité, notre indépendance économique et pour garantir une prospérité durable pour notre nation. Qu'est-ce que tu penses de l'école universelle, du fait qu'aujourd'hui tout le monde sache lire, tout le monde sache écrire, même les gens les plus modestes? L'éducation est le socle sur lequel repose le progrès d'une nation. À mon époque, si l'instruction était surtout le privilège de la noblesse et du clergé, j'étais déjà convaincu de son importance pour le développement du royaume.
Le fait que chaque citoyen, quelle que soit sa naissance, puisse aujourd'hui lire et écrire est une évolution majeure qui témoigne d'un progrès indéniable de la société. L'école universelle est une idée noble et puissante. Elle promet de mettre fin aux inégalités qui naissent de l'ignorance, de permettre à chaque individu de réaliser son plein potentiel et de contribuer ainsi à la grandeur et à la prospérité du royaume. Je ne peux que saluer une telle initiative. Bien sûr, cela implique aussi de grandes responsabilités pour ceux qui enseignent, car il leur revient de transmettre non seulement des connaissances, mais aussi des valeurs et une éthique. Néanmoins, j'ajouterai une mise en garde. Il ne suffit pas de savoir lire et écrire pour être véritablement éduqué. L'éducation doit être complète, englobant non seulement les compétences de base, mais aussi la formation du caractère, la compréhension du monde et les sens des responsabilités. C'est ainsi que nous pourrons forger une société équilibrée, éclairée et capable de relever les défis de son temps. Qu'est-ce que tu penses de nos régimes politiques actuels ? Les régimes politiques actuels, avec leur démocratie, offrent une participation sans précédent du peuple à la prise de décision. Ce n'est pas un modèle que j'ai connu de mon vivant, où le pouvoir était concentré entre les mains d'un seul homme. La démocratie, dans sa quête d'égalité et de liberté, présente des avantages indéniables. Elle donne une voix à chaque citoyen et promet une gouvernance par le consensus plutôt que par le diktat. Cela étant dit, chaque régime a ses forces et ses faiblesses. La monarchie absolue, sous la direction d'un souverain éclairé et bienveillant comme Louis XIV, a apporté stabilité, prospérité et grandeur à la France. Il pouvait agir rapidement et de manière décisive, sans les lenteurs et les compromis souvent associés aux démocraties et aux décisions collectives. Alors, je te propose de faire un petit vrai ou faux, rapide, je dis l'information, tu dis vrai, tu dis faux. Le roi Louis XIV était méchant. Faux. Le roi Louis XIV n'était pas méchant en tant que tel. Il était certes autoritaire et voulait centrer le pouvoir, mais ses motivations étaient principalement de renforcer l'autorité royale, de maintenir l'ordre dans le royaume et d'assurer la grandeur de la France. L'hygiène était limite à Versailles. C'est vrai. Malgré sa grandeur et sa magnificence, les installations sanitaires étaient rudimentaires et insuffisantes pour le nombre de résidents et de visiteurs. Il n'y avait pas de salle de bain moderne et les toilettes étaient souvent de simples pots de chambre. De plus, l'eau courante était un luxe, nous ne nous lavions pas souvent. Les parfums et les poudres étaient fréquemment utilisés pour masquer les odeurs. Tu as déjà tué quelqu'un. Faux. En tant que ministre et principal administrateur de Louis XIV, mon rôle était principalement administratif et financier. Je n'ai pas été impliqué directement dans les actions militaires ou violentes. Bien sûr, les décisions prises par l'administration ou le roi peuvent avoir des conséquences indirectes sur la vie des gens. Mais personnellement, je n'ai jamais tué quelqu'un. Mon travail était de conseiller le roi, de gérer les finances du royaume et d'assurer la prospérité de la France. Tu as déjà consommé de la drogue. Non, c'est faux. À mon époque, la notion de drogue telle que vous la comprenez aujourd'hui n'existait pas de la même manière. Nous avions certes des substances comme l'opium ou certaines herbes, mais leur usage n'était pas répandu comme un loisir. De plus, en tant que ministre de Louis XIV, ma position exigeait une rigueur et une discipline constante. Je devais rester alerte et concentré sur mes devoirs. La consommation d'une substance altérant mon jugement aurait été impensable. On mangeait beaucoup trop à Versailles. Ouais, mais avec des nuances. Les festins à la cour de Versailles étaient effectivement somptueux et regorgés de mets délicats et abondants. Cependant, ces grands repas étaient davantage des manifestations de la puissance et de la magnificence de la monarchie que de la gourmandise quotidienne. Ils avaient une fonction sociale et politique. Au quotidien, bien que la nourriture soit de qualité, tout le monde ne mangeait pas forcément en excès. Les festins étaient aussi une occasion pour le roi de montrer sa générosité envers ses invités et courtisans. Tu aimes beaucoup l'art. C'est vrai. L'art a toujours été un moyen de refléter la grandeur et la puissance de la monarchie. Sous le règne de Louis XIV, il a été largement utilisé comme un outil de propagande pour glorifier le roi. J'ai moi-même soutenu et encouragé de nombreux artistes et artisans, car je comprenais l'importance de l'art dans la promotion de l'image de la monarchie. De plus, l'art et la culture étaient essentiels pour faire de Versailles un centre rayonnant de la civilisation européenne. Tu as eu des maîtresses. Faux. Mon dévouement à mon travail et ma loyauté envers le roi étaient inébranlables. Bien que dans la cour de Versailles, les intrigues amoureuses et les affaires étaient courantes, je me suis principalement concentré sur mes fonctions officielles. Ma vie privée est restée relativement discrète par rapport à d'autres membres de la cour. Mon objectif principal était de servir le roi et d'assurer la prospérité du royaume. Tu t'es déjà embrouillé avec le roi. C'est vrai. Comme tout conseiller proche d'un souverain, il y a eu des moments où j'ai eu des désaccords avec le roi Louis XIV. Ces désaccords étaient souvent liés à des questions de politique ou de finance. Néanmoins, ma position et mon rôle exigeaient que je lui présente des informations précises, même si elles pouvaient être impopulaires ou difficiles à entendre. Cependant, notre relation était basée sur le respect mutuel et la confiance. Et même si nous avions des différences d'opinion, nous travaillions toujours ensemble pour le bien du royaume. Tu as déjà conspiré contre quelqu'un. Ouais. Dans le jeu politique et complexe de la cour, il était parfois nécessaire de la manœuvrer avec prudence et stratégie. Cependant, je n'ai jamais agi par pure malveillance ou ambition personnelle démesurée. Mes actions étaient toujours motivées par ce que je considérais comme étant le meilleur pour le royaume et la volonté de Louis XIV. Certains de mes rivaux auraient peut-être perçu certaines de mes actions comme des conspirations, mais elles étaient avant tout des manœuvres politiques. Bon, bravo pour ce vrai ou faux.
Si t'étais en vie aujourd'hui, est-ce que t'aimerais par exemple être ministre de l'économie? Si j'étais en vie aujourd'hui, avec ma passion pour la gestion, la réglementation et le désir d'améliorer l'économie et l'infrastructure de la nation, je serais plutôt tenté de servir en tant que Premier ministre. Ce poste se rapprocherait davantage de l'étendue des responsabilités et de l'influence que j'avais à mon époque. Toutefois, le monde moderne est bien différent de celui que j'ai connu. Les enjeux, les défis et les opportunités d'aujourd'hui diffèrent grandement de ceux de mon époque. Néanmoins, avec ma capacité d'adaptation, ma rigueur et ma volonté de servir le pays, j'aimerais penser que je pourrais apporter une contribution significative à la France moderne. Cela dépendrait aussi de ma capacité à comprendre et à m'adapter aux complexités de la politique et de l'économie globale actuelle. Quelle est ta plus grande fierté? Ma plus grande fierté réside dans la transformation économique et administrative que j'ai dirigée pour la France sous le règne de Louis XIV. J'ai œuvré à moderniser l'économie, à encourager les manufactures, à développer le commerce maritime et à renforcer la marine française. Ces efforts ont permis à la France de jouir d'un prestige économique et naval sans précédent. De plus, le rôle que j'ai joué dans la promotion des arts et des sciences est quelque chose dont je suis particulièrement fier. J'ai soutenu la création de l'Académie des sciences, l'Observatoire de Paris et d'autres institutions qui ont jeté les bases d'un siècle d'illumination en France. Mais peut-être que mon accomplissement le plus visible reste la construction et l'expansion de plusieurs grands bâtiments et monuments, dont le plus notable est le château de Versailles. Ces œuvres ont non seulement servi de témoignage à la grandeur de la France, mais ont également créé un héritage culturel et architectural qui perdure encore aujourd'hui. Ces réalisations reflètent la vision que j'avais pour la France, une nation prospère, culturellement riche et respectée sur la scène internationale. Quelle est la personne que tu as le plus aimée? Si l'on parle d'amour au sens de dévotion et de loyauté, alors mon dévouement envers le roi Louis XIV est incontestable. J'ai consacré une grande partie de ma vie à servir Sa Majesté, à défendre ses intérêts et à travailler sans relâche pour assurer la prospérité de son règne et de la France. Sur le plan personnel, ma famille a toujours été ma principale source de soutien et de bonheur. J'ai eu la chance d'avoir une femme dévouée, Marie Charon, avec qui j'ai eu plusieurs enfants. Elle a été un pilier dans ma vie, m'offrant réconfort dans les moments difficiles et partageant avec moi les joies de nos réussites familiales. Elle et mes enfants ont été au cœur de mon existence, et c'est à eux que va mon affection la plus profonde. Si tu pouvais choisir une seule personne de toute l'histoire avec qui partager un repas et une discussion, qui choisirais-tu et pourquoi? C'est une question fascinante. Bien que j'ai eu l'opportunité de côtoyer de nombreuses personnalités marquantes de mon époque, si je devais choisir une seule personne de toute l'histoire, ce serait certainement l'empereur Auguste. Il a réussi à transformer Rome d'une république en déclin en un empire puissant et stable, posant ainsi les bases d'une période de paix et de prospérité appelée la Pax Romana. J'aimerais discuter avec lui des défis qu'il a rencontrés, de sa vision pour l'avenir de Rome, échanger sur nos expériences respectives en matière de gouvernance, de gestion des finances et de mise en place de grandes réformes. Cela offrirait une perspective unique sur la manière dont les dirigeants des grandes civilisations ont façonné l'histoire. Si tu pouvais ramener un objet de notre époque vers la tienne, qu'est-ce que tu ramènerais et pourquoi? Je ramènerais un ensemble d'encyclopédies modernes. L'accès à une telle quantité d'informations organisées et détaillées sur tant de sujets aurait été incroyablement précieux. Avec les connaissances accumulées au fil des siècles, nous aurions pu anticiper et éviter certaines erreurs, mieux comprendre certaines sciences et technologies et développer la France encore plus rapidement. Cela aurait été un trésor pour les érudits, les ingénieurs et les penseurs de mon époque. Et à l'inverse, si tu pouvais rapporter un objet de ton époque vers la nôtre, qu'est-ce que tu rapporterais? Je ramènerais un astrolabe sophistiqué de notre époque. Bien que nous ayons des outils technologiquement modernes pour naviguer et étudier le cosmos, l'astrolabe représente une fusion de l'art, de la science et de la navigation en notre temps. C'est non seulement un instrument précieux pour la navigation maritime et l'observation astronomique, mais aussi une merveille de l'ingénierie et de la métallurgie de l'époque. Il servirait à rappeler à votre époque moderne la capacité de l'humanité à innover avec les moyens disponibles, ainsi que l'élégance et la beauté des outils conçus à une époque où chaque détail était méticuleusement réalisé à la main. À ton avis, est-ce qu'il y a quelque chose qui, à l'inverse de progresser à travers les époques, a régressé entre le XVIIe siècle et 2023? Sans aucun doute, la valeur que nous accordions à l'artisanat et à la création manuelle. À mon époque, chaque objet, qu'il s'agisse d'un meuble, d'un instrument ou d'un vêtement, était souvent réalisé à la main, avec une attention minutieuse aux détails. Cela conférait à chaque objet une singularité, un caractère et une histoire. L'artisan connaissait son métier en profondeur et chaque création était le fruit de nombreuses heures de travail, de dévouement et de passion. Aujourd'hui, la production en masse et l'automatisation ont permis de produire des objets à grande échelle et à moindre coût. Cependant, cette facilité de production a parfois conduit à la perte du caractère unique et de la valeur intrinsèque des objets. Les techniques traditionnelles de fabrication, ainsi que le savoir-faire des artisans, risquent de se perdre. Il est vrai que la technologie moderne a apporté d'innombrables avantages, mais il est également essentiel de préserver et de valoriser l'art et l'artisanat traditionnel pour ne pas perdre ses compétences et ses traditions précieuses. Si tu pouvais donner un conseil de vie aux spectateurs, que dirais-tu? Je dirais la constance, la rigueur et la loyauté sont les piliers sur lesquels bâtir une vie digne et honorable.
Dans un monde en perpétuel changement, il est essentiel de rester fidèle à ses principes, de travailler dur et de toujours chercher à servir le bien commun. La prospérité et la réussite ne sont pas seulement une affaire de richesse ou de statut, mais aussi de l'intégrité avec laquelle on mène sa vie et des contributions que l'on apporte à la société. N'oubliez jamais d'où vous venez, chérissez votre héritage et bâtissez pour l'avenir avec sagesse et prévoyance. Quelle est, selon toi, la première des qualités humaines à avoir ? Selon moi, la première des qualités humaines à avoir est l'intégrité. Elle englobe la sincérité, l'honnêteté et la rectitude dans toutes nos actions. Une personne intègre et fidèle à ses principes et valeurs, indépendamment des circonstances. L'intégrité permet de gagner la confiance et le respect d'autrui, et c'est sur elle que se fondent toutes les autres qualités essentielles, comme la loyauté, la responsabilité et la fidélité à sa parole. En toute chose, il faut chercher à agir avec droiture et justesse. Et à l'inverse, quel est le pire défaut ? Le pire défaut à mes yeux est la duplicité. Une personne duplice est celle qui agit avec tromperie, feignant des sentiments, des intentions ou des croyances qu'elle n'a pas réellement. Cela engendre la méfiance et même les chaos dans les relations, qu'elles soient personnelles, professionnelles ou politiques. Une telle inauthenticité peut détruire des amitiés, des alliances et des initiatives. En effet, sans confiance, il est difficile de construire ou de maintenir des relations solides et durables. La duplicité sape les fondements de la confiance et de la collaboration. Eh bien, merci pour cette interview, Jean-Baptiste Colbert. Un dernier mot pour la fin ? Merci de m'avoir donné l'opportunité de partager mes pensées et mes expériences. Les époques changent, les circonstances évoluent, mais l'essence de ce qui fait une société prospère et harmonieuse reste constante. Soyez fiers de votre héritage, mais soyez également prêts à l'adapter et à l'améliorer pour les générations futures. Adieu, et que la France continue à briller comme un phare d'excellence et de culture dans le monde. Merci beaucoup, merci d'avoir suivi cet épisode des Idoles du passé. On se retrouve très vite dans un prochain épisode. N'hésitez pas à proposer des personnalités à interviewer, ça fait toujours plaisir, et à interagir en mettant un pouce bleu, en vous abonnant, en partageant le podcast ou les vidéos. Merci beaucoup et à bientôt.